Travailleuse, travailleur, Tous mes chakras sont en train de se refermer les uns derrière les autres. Et si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Bonjour, c'est Louis-Marie. Et Seb Musset. C'est jamais trop. Pas assez. Bonjour à toutes et à toutes, à celles et ceux, mesdames, mesdemoiselles et en quelque sorte messieurs. C'est Louis-Marie. Comment vas-tu, mon cher Seb ? Écoute, ça va. T'as passé une bonne semaine ? Tu as fait des bons placements financiers sur le pétrole, sur... Oh bah, là, j'ai regardé mon portefeuille d'actions, il vient d'exploser. Je suis en train de gagner un pognon de dingue, de l'argent magique comme s'il en pleuvait, ça ruisselle. Ouais, sur les new tech d'armement, là, ouais, c'est bien, c'est bien. Voilà, je viens de m'acheter, je pense, des missiles. Tu sais, c'était Idée Noire de Franquin, là, les missiles les plus bandants. Alors, bon, écoute, trêve de BD. De quoi allons-nous parler cette semaine, Louis-Marie ? Alors moi, j'ai pas mal de mélanchonnades à évoquer. Alors, je vais expliquer ce qu'est une mélanchonnade. C'est une déclaration de Mélenchon dont le but est d'être plus con que con. Et moi, tel le bidibule, je vais rebondir sur l'actualité riche en propos au sujet de personnes débiles à l'ego boursouflé. Non, je ne parle pas de moi, bien sûr, je parle de notre classe politique. Et je pense que nous parlons également cinéma et musique en fin d'émission. Je te laisse le soin d'enchaîner. Alors, on commence par une petite revue de presse. Alors non, d'abord, je voudrais, pardon, excusez-moi, j'ai oublié. Je voudrais d'abord souhaiter bonne chance à tous les élèves de 3e qui sont à l'heure actuelle en train de passer leur diplôme national du brevet. Bonne chance, les petits loups. Papa, arrête, mélange pas tout, le monde a changé, enfin. Toi, par contre, t'as pas changé. Terminé. Alors, Louis-Marie, qu'as-tu repéré cette semaine dans l'actualité ? Alors, moi, j'ai repéré que Amélie Oudéa Castéra, alias AOC, appellation d'origine contrôlée, qui, à défaut d'avoir pu et su traverser la Seine, a réussi à traverser la rue. Ah bon, raconte. Eh ben, on lui a trouvé un petit poste, une sinécure, quelque chose de facile, au Comité national olympique français. Ça a l'air d'être très très bien payé. Oui, c'est 9 000 € par mois. Voilà, bon, elle avait trouvé que la Fédération française de tennis était un peu chiche, donc là, voilà. Bon, je suis sûr que c'est le mérite qui est récompensé et la compétence, donc je lui souhaite évidemment bonne chance et je la remercie. Alors, la Cour des comptes a rendu son rapport, ça nous a coûté 6 milliards. Oui, au lieu de 2, j'ai vu ça. Au lieu de 2. Donc, je la remercie pour ces 4 milliards supplémentaires de dettes qui viennent s'ajouter aux 3 000 milliards de notre bon et glorieux président, mais grâce à lui, nous avons la vasque. On ne dit pas président, on dit Mozart de la finance. Et à propos de la vasque, je trouve que y a-t-il plus beau symbole du double quinquennat Macron, un immense ballon rempli de vide, un ballon brillant rempli de vide qui flotte au-dessus de Paris. À propos d'inutile, on peut également parler d'inutile d'hier. Là, je vais te faire écouter un petit propos de Roselyne Bachelot, qui a été ministre de la Santé et ministre de la Culture, il me semble. Notamment qui a eu quelques réussites avec une histoire de vaccin. Oui, alors c'était pas... Elle avait commandé beaucoup... On s'était moqué d'elle parce qu'elle avait commandé trop de masques. Voilà. Donc, finalement, tu vois, elle avait plutôt bien senti les choses. Donc elle a été interviewée par le Figaro. Beaucoup de gens dans notre pays qui sont capables de mourir pour la France. Je pose la question. Il y a un homme remarquable, M. Guénaud. Il a fait un livre sur les lettres des soldats dans les tranchées pendant la guerre de 14. Il faut lire ce livre parce que dans la façon dont s'expriment ces jeunes gens, ils ont 18, ils ont 20 ans, et qui professent un amour pour leur pays. Et ils écrivent pas pour la gloire, ils écrivent pas ils parlent pas sur une estrade, ils écrivent à leur papa, à leur maman, et ils disent qu'ils sont prêts à mourir pour la patrie. Moi, je veux bien aller à la porte d'un lycée et demander est-ce que vous êtes prêts à mourir pour la France. Ouais. J'ai l'impression que ça va pas être la même chose. J'ai peut-être un espoir pour vous. Regardez, lorsque l'Ukraine a été attaquée, d'un seul coup, les gens y sont allés, sans avoir peut-être imaginé le faire. Oui, c'est vrai. Peut-être que les circonstances amèneront ce sursaut de dignité et de courage. En tout cas, acceptons-en l'augure. Elle est complètement barrée, la Roselyne. Sur le fond, elle n'a pas complètement tort, mais
j'ai envie de dire, elle fait partie quand même d'une classe, ou même d'une hyper-classe, d'une élite, qui n'a eu de cesse de vendre le pays à la découpe aux intérêts étrangers, qui n'a eu de cesse d'annuler les frontières, qui n'a eu de cesse de stigmatiser toute expression de souveraineté. Je ne parle même pas de l'expression du patriotisme ou de juste mettre un drapeau à sa fenêtre, hors Jeux Olympiques, qui grosso modo t'assimile à du fascisme. Donc voilà Roselyne Bachelot, donc la gueule contrite, se plaignant que quand même, alors zut, plus personne ne veuille mourir pour la France. Ouais, ça alors, c'est étonnant. Il n'y a plus de pays, il n'y a plus de frontières, on est complètement dissous dans une sorte d'union qui n'a pas vraiment d'identité. On a même, à l'intérieur même de nos propres frontières, explosé les départements, on fait tout pour gommer les régionalismes. On se plaint. Oh zut, alors c'est zut, les Français sont pas assez patriotes. Plus personne n'est prêt à mourir pour la France pour une raison simple, c'est que la France n'existe plus dans leur tête. Il n'y a pas de relation de cause à effet pour elle, quoi. C'est-à-dire que c'est ça qui est fascinant. Bon voilà, c'était un petit aparté comme ça pour commencer la semaine. Moi, je rebondis puisqu'on est dans la revue de presse, toujours sur le thème la France n'existe pas. C'est Laganerie, Geoffroy de Laganerie. Donc tu ne connais pas Geoffroy de Laganerie? Non, je ne connaissais pas. Alors Geoffroy de Laganerie est un sociologue, professeur d'université, chercheur, conférencier, quelqu'un de brillant, de surbrillant même, et qui a une thèse très intéressante qui est de dire voilà, sur un même territoire, il y a celles et ceux qui arrivent par bateau et celles et ceux qui arrivent par la chatte de leur mère, c'est-à-dire ceux qui y naissent. Et ma foi, quelle différence entre la mer et la mer? Aucune. Donc, ce qui, pour Geoffroy de Laganerie, veut dire qu'il n'y a absolument aucune différence entre les migrants et les Français qui sont nés en France. Et Geoffroy, qui est très, très intelligent, n'a même pas vu que son raisonnement pose un problème, c'est qu'il justifie la colonisation, parce que quelle différence y a-t-il entre un colon et un autochtone, puisque l'un est arrivé par la mer et l'autre par la chatte de sa mère, pareil. Donc il n'y a pas eu de colonisation, l'Afrique n'a pas été colonisée, simplement il y a eu des arrivants blancs qui sont arrivés par bateau, et puis il y avait des locaux. C'est le raisonnement de Geoffroy de Laganerie. Alors Geoffroy de Laganerie, pour le resituer un petit peu, c'est la bande à Didier Ribon et Eddy Louis, qui, il y a quelques années, avait refusé de se rendre à une conférence, les rendez-vous de l'histoire, je crois, au motif que Marcel Gauchet y était, et Marcel Gauchet parlerait. Et leur argument était, parler avec Marcel Gauchet, c'est justifier le fascisme. C'est déjà dit. Non mais ces gens sont fous. Enfin, ces gens qui prônent la tolérance sont les plus intolérants, en fait. Ce sont les gens les plus intolérants. Marcel Gauchet, quand même. Tu vois, tu m'aurais dit Alain de Benoît, Alain Soral, je sais pas, tu vois, je dis... Mais Marcel Gauchet, quoi. C'est déjà rien que le nom te dit, il peut pas être fasciste, un homme comme ça. Non, mais c'est vrai, c'était pas Renaud Camus qui allait parler. Enfin, et voilà. Donc c'est la grande tolérance, la grande bienveillance de Geoffroy de Laganerie. Sachez que nous sommes tous égaux dans ce pays qui n'existe plus. Ta petite chronique me rappelle que c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Donc, C'est Renaud, on le dit, c'est Renaud. C'est Renaud, pas Camus, c'est Renaud. Voilà, Renaud tout court. Ouais, vous pouvez le trouver, là, je pense qu'il est à cette heure-là, il est à la closerie des Lilas. Ouais, puis il en est en 6e pastis. Ok. Pendant que tu cherches la vidéo, j'ai une bonne nouvelle, justement, en parlant de vidéo, c'est le retour de Pornhub. Ils ont gagné en justice. Vraiment, ils ont gagné. L'arrêté d'interdiction du gouvernement n'est pas compatible avec le droit européen, selon le tribunal administratif. Donc voilà. Alors, c'est une double ratage, parce qu'en fait, là, ce qu'ils ont fait, c'est que les gens sont quand même allés sur Pornhub, donc ils ont massivement incité les gens à prendre des proxys, ce qui n'était pas forcément le cas avant. VPN, donc maintenant, ouais. Une fois que tu installes ton VPN sur ton que portable, tu le payes, ou que même tu as des versions gratuites, une fois qu'il est installé, il est en permanence. Donc en fait, maintenant, tu peux surfer anonymement. Merci le gouvernement pour ce superbe contre son camp qui a permis en fait de renforcer l'anonymat sur Internet en voulant l'empêcher. Que tout ça aurait pu être réglé très très simplement en fait à la base, c'est-à-dire que il y a plein de sites où on te demande ton numéro de carte bleue pour t'inscrire. Il fallait juste faire ça. Et puis voilà, si tu voulais pas qu'il y ait de mineurs sur un site de cul, c'est d'une simplicité. Tu demandes un numéro de carte bleue. L'affaire est réglée. Puisque nous sommes dans les internets, je vais te faire écouter un petit propos de monsieur Anton Maria Battesti. C'est le directeur des affaires publiques de Meta, donc le groupe Facebook, Instagram, voilà, et qui parlait cette semaine. Il auditionnait à l'Assemblée nationale. Je te fais écouter. Et puis de crise en crise ou de ça, nous avons tel ou tel ministre qui souhaite nous convoquer
pour nous demander des comptes et nous dire de retirer tel ou tel contenu en dehors des cadres d'ailleurs que je viens de décrire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on a une démultiplication des instances dans lesquelles ces questions se posent et sur lesquelles on cherche collectivement à agir. Je ne dis pas que j'ai la réponse magique à ce problème, mais je pense que nous qui avons quand même une culture, pour le coup française, de la centralisation, de l'efficacité administrative, essayons de trouver quelque chose qui fonctionne dans l'appareil d'État. Et l'ARCOM semble être le premier choix le plus évident, mais surtout évitons une démultiplication ou les convocations un peu sur le moment, en fonction de l'actualité, parce que ces choses demandent une constance en fait. Alors, la censure, oui, mais on voudrait bien qu'elle s'organise un petit peu. Voilà, c'est en gros ce que dit le patron de Meta. De la censure propre. De la censure arbitraire, mais propre, discrète, action discrète. Qui fonctionne. Donc voilà, c'était dans la continuité de ce que tu nous racontais sur YouTube la semaine dernière. Donc là, clairement, on sent que ça se resserre. De toute façon, ça se resserre gravement sur la liberté d'expression sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ils tentent des trucs. Ça va être compliqué, mais bon, ce qui est dans les tuyaux, c'est quand même la fin de l'anonymat. C'est-à-dire que c'est une expression, une personne identifiée en fait, c'est vers ça qu'ils veulent tendre, et puis de toute façon c'est... Et ce qui est dans les tuyaux, c'est même la fin de l'expression, hein. On a vu ce qui s'est passé en Angleterre à propos de gens qui ont posté suite à l'affaire du meurtre des 3 fillettes, des gens qui sont en prison pour avoir posté sur Facebook. Tout à fait. Donc voilà, c'était une petite aparté tech, on va dire. Alors moi j'ai une nouvelle, tu sais, j'en ai parlé, quelle est ma chouchoute des internets, c'est Manon. Ah, Manon. Alors, voilà, Manon. Alors Manon nous donne son secret, non pas son secret beauté, parce que celui-là je l'attends, mais mon secret pour affronter tous les jours les libéraux et les fascistes au Parlement. Les fascistes. Tu sais quel est le secret de Manon pour affronter le fascisme ? Et tu vas voir, c'est quelque chose, c'est le thé à la bergamote. Ah ouais, attention. Je crois que là, les fascistes en PLS. Goebbels, tiens-toi bien. Je veux dire, le thé à la bergamote contre le fascisme, j'y avais pas pensé. Voilà. Puis peut-être, on est dans la même veine, parce que c'est à peu près le même camp. Yann Brossa qui, lui, voudrait déclencher un plan volet. Un plan volet. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. T'as entendu parler, ouais. Il est prouvé que les volets font baisser la température de 5 à 7 degrés, et donc il veut une proposition, une aide pour doter tous les logements de volets. Alors il ne doit pas habiter à Paris, parce qu'il y a un certain nombre de logements qui en ont déjà, et il ne doit vraiment pas habiter à Paris, parce que Paris, quand même, quasiment tous les quartiers sont contrôlés, c'est-à-dire bâtiments, monuments de France, secteur historique. Donc changer les volets, c'est un bordel administratif monstrueux. Voilà, non, c'est rien, c'est ma caméra qui est tombée, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de mort. Voilà, il n'y a pas de mort. Donc il ne doit pas... Voilà, mais c'est... tu sais, c'est rigolo, excuse-moi de te couper, mais j'y ai repensé, là, parce qu'on est quand même victime de forte chaleur, là, à Paris, c'est le moins qu'on puisse dire. On faisait partout en France, mais à Paris, dès qu'il fait plus de 25 degrés, ça prend tout de suite des tournures pas possibles. Et ça me fait marrer, là, parce que les mêmes Yann Brossa, là, sa forêt végétale, machin, tout, ça fait pas l'affaire, quoi. Je veux dire, c'est une évidence. Je me faisais la réflexion l'autre jour, ils font ce qu'ils appellent des forêts végétales, mais en fait, c'est des bacs à fleurs, en fait, en gros, avec 3 arbres. Et qui vont pas tenir l'été. Non, mais c'est même pas ça. C'est pour que tu aies de la fraîcheur et de la durable, il faut que ce soit tes sols qui soient végétalisés, vraiment végétalisés, c'est-à-dire du gazon. Et avant de végétaliser, il faudrait peut-être débitumer. Et là, pour le coup, ils ne le font pas du tout à Paris. Ils refont des trottoirs en bitume encore plus gros. Les fameuses jardinières, là, les bacs, machin, c'est du béton, c'est de la pierre, c'est chaud, c'est des trucs. Donc on vit encore à Paris dans un immense four à pierre. Donc tu peux mettre des volets autant que tu veux. La chaleur, elle vient du sol. Donc soleil plus sol parisien de bitumé égale canicule. Tu peux mettre des volets, tu peux faire semblant de faire des forêts. Tu vois, c'est comme ce qu'ils ont fait place de l'hôtel de ville. J'ai entendu dire que oui, c'est ni fait ni à faire. C'est une fausse forêt place de l'hôtel de ville, puisque de toute manière, le problème des forêts, c'est que les arbres, ils ont besoin de racines et que sous l'hôtel de ville, il y a un parking. Non, mais c'est vraiment voilà. Donc il n'y aura pas d'arbres. C'est de la forêt. Ouais, c'est de la forêt cosy, c'est de la forêt Ikea, c'est de la forêt décoration. C'est comme les terrasses de café là avec les fausses fleurs en plastique. Pour moi, c'est la même chose. Et ça n'a aucun effet. Ça n'a rigoureusement aucun effet sur la régulation. Régulation, voilà, des températures
température, là tout de suite il fait 50 dans les apparts. De toute façon, tu vois que quand il fait très chaud comme ça, il y a aussi une bonne solution, c'est de laisser tous les parcs ouverts. Oui. Alors bien sûr, avec les problèmes, il faut un petit peu de sécurité, mais va à 11h, parc du Montsouris ou parc des Buttes-Chaumont, tu vas voir que la fraîcheur, tu la sens tout de suite parce qu'il y a de l'herbe. Il faut des surfaces, il faut des hectares d'étendue, de verdure, d'arbres, ce qu'il n'y a quasiment pas à Paris. Il y a, je pense, les Buttes-Chaumont, le Luxembourg et la Cité U. Voilà, ces 3 petits spots de pas grand-chose. Après ça, tu as le Bois de Boulogne et le parc de Vincennes qui sont à l'extérieur de Paris, d'ailleurs qui ont été rentrés dans la comptabilisation d'espaces verts de Paris pour qu'on soit à peu près aux normes mondiales, parce qu'en fait, il n'y a juste pas de végétation à Paris. Enfin, on a des arbres à la con qui bordent les trottoirs et qui sont juste des supports d'ombre. Qui sont juste des supports à fientes de pigeons, mais sinon on n'a pas ce qu'il y a en Angleterre par exemple, à Londres en tout cas, que je connais bien, où tu as des parcs de taille à peu près conséquente quasiment tous les demi-kilomètres, et qui font vraiment des puits de fraîcheur. On n'a pas ça à Paris. Bon, voilà, donc voilà, c'était petite polémique parisienne-parisienne sur Yann Brossard. On est un peu entre nous, mais voilà, Yann va nous sortir de la canicule en tout cas. Voilà, et puis nous on ira danser dans la rue, et pour ça je te propose de te faire écouter le petit tube, je pense, de l'été, pour marquer une petite pause dans ce début de revue de presse et début d'émission qui... Envoie. Je t'envoie ça. C'est l'été, je veux du tube. Voilà. Fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? They don't know what the fuck they're doing. They don't know what the fuck they're doing. They don't know what the fuck they're doing. Voilà, bon, je pense que tout le monde aura reconnu. Non, oui, donc voilà, c'est Donald Trump qui se lâche un peu devant les journalistes à propos de l'Iran et d'Israël. Et voilà, en gros, il dit bon, ça fait tellement longtemps qu'ils se battent, ils savent même plus pourquoi ils se battent. En fait, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup cet individu. Il y a quelque chose que nos dirigeants n'ont pas. Oui, il a une sorte d'esprit de synthèse et de... Non, mais... Bon, il y a un certain sens de la communication, puisque les nôtres ne savent plus faire que ça. On le sous-estime, parce qu'en fait, gagner à 2 reprises des élections quand tu as tous les médias contre toi, c'est la preuve d'un sens du peuple et d'une intelligence hors du commun, en fait. Soulignons que la 2e victoire, elle a été totale et absolue, tant que les grands électeurs que les suffrages. Hein. Non, parce que tu peux gagner quand tu as les médias avec toi, même si tu es un crétin, mais tu peux pas gagner une élection contre les médias contre toi si tu es un crétin. Donc, lui, il a réussi. Donc voilà, démonstration faite. Alors, c'est horrible ce qui est en train de se passer, mais Seb vient de signaler qu'il pense que Donald Trump n'est pas un crétin, et ça, c'est inadmissible. C'est déjà le fascisme. Ah bah là, écoute, je pense personnellement que j'ai été viré de mon dernier poste pour cette raison. Mais... Pour avoir dit ça. Voilà. Merci Trump. Alors, avant qu'on passe sur les dossiers, je vois que tu me montres une petite photo de... Oui, une petite photo. On en avait parlé un peu avant. On prépare. Oui. C'est parce que il va y avoir un grand changement dans la ville du Havre. Oui, voilà. Oui, il y a des élections. C'est sûr, il y a un grand renouvellement normalement. Il y a des élections municipales bientôt. Là, c'est donc ça va être. Alors, je sais pas quand. Ça va être au printemps 2026, il me semble. Et rappelons que le Havre est actuellement dirigé par un certain Édouard Philippe, Doudou, mon pote de droite. Et que, bon, là, ça va pas se passer comme ça. La France Insoumise, elle a décidé qu'elle allait mettre toutes ses forces dans la bataille du Havre. Et donc, ils ont sorti leurs 2 meilleurs... Vraiment, je pense que là, ils ont sorti vraiment les 2 meilleurs candidats. Là, le Havre va tomber, quoi. Je pense que le Havre va tomber, mais comme un fruit mûr. Donc, alors, évidemment, je ne peux pas... c'est de la radio, on est sur du podcast, mais je vais vous mettre l'affiche dans les commentaires Facebook. Dans les commentaires Facebook, je mettrai tous les liens et toutes les visuels de l'émission. Jamais trop podcast sur Facebook. On peut vous la décrire. La candidate chef de file 2FE s'appelle Axel Richard, et bon, on pourrait, je crois, sans trop se tromper, dire que c'est une femme trans. Je sais pas trop. Fais voir un peu là. C'est une femme trans, mais dont le passing n'est pas complètement réussi. Ouais, non, je sais pas. Je sais pas si c'est en cours, si c'est fait. Voilà. Mais bon, voilà. Axel Richard, chef de file, et donc Jawed Fridi.
chef de file aussi, donc lui, bon, garçon, enfin, très, très clairement. C'est en tous les cas, on est vraiment sur ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Ah ouais, ça va être... ouais, je sais pas si c'est... Bon, je pense que ça n'a aucun espoir de passer, ça, ce duo-là. Mais... Ça, c'est parce que tu es fasciste. Non, c'est parce que j'étais au Havre ce week-end. Non, je veux te dire que ça passera pas. Non. Mais le réel est fasciste, hein, je tiens à le dire. Non, je salue nos amis havrais. J'ai passé un super week-end là-bas. C'était vraiment très, très bon. C'est une ville que j'aime beaucoup. Comme toutes les villes qui ont été détruites, reconstruites, ouais. Ce sont des villes qui me touchent beaucoup. Saint-Nazaire, Le Havre, Lorient, Concarneau. Là, toutes ces villes très bizarres. Enfin, Le Havre, tu t'y perds. Et pourtant, je suis bon en toponymie. Mais Le Havre, tout se ressemble. Ouais, et tout est à angle droit. Et ce sont des villes à angle droit, voilà. Bien, écoute, je propose qu'on passe directement, on évolue, on fasse évoluer, qu'on transitionne cette émission vers la rubrique chronique. Et comme tu as plus travaillé que moi, tu vas commencer, mais je vais d'abord lancer ce qu'on appelle, ce qu'on appelle en jargon podcastique un jingle d'introduction. Ben, ce ragoût est tout simplement dégueulasse. Lâchez-la, votre virilité, vous serez bien plus heureux. J'ai déjà dit 20 fois, quand la viande est cuite, tu la tiens au chaud. Et la sauce, tu la fais réduire à part dans une casserole. Alors justement, puisque là on terminait avant ce jingle sur la question de l'intersectionnalité, mon cher Seb, toi et moi faisons partie d'une même minorité. Ouais, minorité discriminée mondialement. Et à ce titre, nous sommes opprimés, invisibilisés, martyrisés et dénigrés. C'est pourquoi, dans cette chronique, je veux lancer un cri, une protestation. Je veux dire stop, stop! Oui, mon cher Seb, tu l'as compris, nous sommes gauchers et nous sommes victimes de sinistrophobie. J'appelle la sinistrophobie, justement, on va en parler, c'est tout ce climat qui nous opprime, dans lequel la gauche, déjà rien que le mot gauche sénester en latin, qui a donné le mot sinistre, d'où le sinistrophobie, laquelle est une expression visible et évidente du dextriarcat, le pouvoir de la droite. Laisse-moi te raconter ma première rencontre avec le dextriarcat. Vas-y, je t'écoute. À mon entrée en 6e, j'ai alors 11 ans, mes parents me proposent d'apprendre à jouer de la guitare. Je suis donc inscrit au conservatoire municipal d'une ville de banlieue et je me rends avec ma mère rue de la Gaîté pour acheter un instrument. Lors de l'achat, ma mère signale au vendeur que je suis gaucher, elle-même ayant été une gauchère contrariée. Devenue droitière un peu par force et surtout, ma mère demande donc à ce que l'on change les cordes de place. C'est donc avec un instrument adapté à ma latéralité que j'arrive en cours. Là, la première chose que j'ai appris, c'est à remettre les cordes dans le bon sens. Dixit, cette professeure qui ne voulait pas en entendre parler. Cet épisode marque mon entrée dans le combat pour la reconnaissance et le respect de ma différence. Gaucher et membre d'une minorité qui souffre en silence, opprimé par un pouvoir organisé dans le langage et l'usage, dans un monde étranger qui n'est pas pour elle. Je vis parmi vous, mais je ne suis pas des vôtres. Oui, je m'adresse à toi, le droitier. Nous, gauchers, contrariés, ambidextres, estropiés, translatéraux, déclarons par ce manifeste notre volonté de rendre transparente l'oppression de la main droite, ce que j'appelle le dextriarcat, et de lutter contre la soumission opérée par le langage et par l'organisation matérielle des choses, ce que j'appelle la sinistrophobie. Prendre le métro, des ciseaux, une casserole, écrire, autant de gestes que nous impose le dextriarcat, lequel se rit de nous, se moque de notre gaucherie. C'est comme cela qu'il définit notre latéralité, de notre côté maladroit. Le quotidien de nos sociétés est organisé, truffé de chausses-trappes et de pièges dont le but est de nous faire filer droit. Très peu d'études sont faites pour savoir qui nous sommes et combien. Environ 13% de la population française avec une majorité de garçons, 6 gauchers pour 4 filles. Ce qui représente en France donc environ 9 millions de personnes. Être gaucher, c'est voir son espérance de vie amputée de 10 ans. C'est être montré du doigt de la main droite, bien sûr, et mise à l'index. Et que nous dit la Bible ? Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. Psaume 89, 13. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas.
Psaume 17, 8. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Psaume 163, 8. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Ecclésiaste 10.2. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Psaume 121, 5. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Matthieu 25, 41. Et j'arrête là parce que ça continue. Si vous en voulez encore, allez dans une église et observez une vierge à l'enfant. De quel côté porte-t-elle le petit Jésus ? À droite, bien sûr. Maintenant, regardez les jeunes mères et leurs nourrissons. Elles le portent à gauche, du côté du cœur. Si vous voulez comprendre, et ce qui permet aussi de libérer la main droite. Si vous voulez comprendre ce que nous vivons, essayez de passer une journée en ne vous servant pas de votre main droite. C'est pourquoi nous y exigeons des mesures immédiates. La reconnaissance des souffrances que nous inflige la société. La lutte contre l'oppression du dextriarcat. Se fédérer en groupe d'influence et obtenir une loi condamnant la sinistrophobie. La sinistrophobie. Que soit décrétée une journée de la main gauche. Nous proposons le 10 janvier, le 20 février, le 30 mars, le 11 novembre et le 21 décembre, car toutes ces dates sont des palindromes qui se lisent de même dans un sens et dans l'autre. Et enfin, pour le droit à écrire et lire de la droite vers la gauche. Left power. Voilà, le remplacement de toutes les expressions contenant le mot droit par une version inclusive. Maladroit deviendrait le palindrome malâme, par exemple. Et comme ça, nous pourrions enfin être reconnus. Donc, contrarié, ambidextre, gaucher, estropié, levons le poing, le gauche bien sûr. Notre peuple vaincra. Tout à fait. Nous sommes la minorité mondiale la plus importante, la plus discriminée, la plus invisibilisée. Non, je dirais pas la plus discriminée, mais en tout cas, très clairement, la plus invisibilisée. Ça, c'est une évidence. Nous n'avons aucun droit, c'est le cas de le dire. Et on n'est même pas reconnu. D'ailleurs, je ne connais personne qui a déclaré vouloir transitionner de la main gauche vers la main droite. Non, c'est parce que c'est comme tu l'as dit, c'est 13% de la population mondiale. Donc c'est la définition d'une minorité et ça touche pour le coup tous les continents. Ça touche pas la culture puisqu'il y a autant de gauchers à peu près dans tous les pays. Dans toutes les cultures. Alors je suis étonné par rapport à ce que tu disais par rapport aux filles, mais je pense que... Alors, je sais pas, parce que en fait, le problème avec cette histoire de gaucher, c'est qu'on n'est pas dans le 50-50. C'est-à-dire que cette stat à 13%, elle est constante d'époque et de géographie, elle a toujours été, mais elle rime à rien, en fait. On comprend pas pourquoi 13%. Oui. Et on sait même pas pourquoi il y a des gauchers, en fait, puisque c'est pas génétique, c'est pas culturel. On sait toujours pas. On sait juste que ça les avantage sur tout ce qui est réflexe. On a de meilleurs réflexes. On voit bien les tennisman, il y a 25% de gauchers dans les tennisman professionnels. Et il y a aussi... alors pour le coup, parce que quand tu replaces ces 13% en termes de catégorie professionnelle, là, suivant les professions, c'est plus du tout 13%. C'est-à-dire que tu as une surreprésentation, par exemple, des gauchers dans les chefs d'État, dans les leaders. Aux États-Unis, je pense que sur les 4-5 derniers... Obama était gaucher. Obama était gaucher. Je crois que Bush l'était aussi. Il y en a eu plusieurs à la suite. Alors, moi, j'ai jamais eu d'explication satisfaisante sur pourquoi il y avait des gauchers. On ne sait pas, on peut pas l'expliquer. Il y a eu un documentaire sur Arte qui était assez intéressant, qui esquissait en fait un début de piste. Ça part du principe que rien n'est inutile dans la nature. Une disposition. Donc en fait, ce serait une disposition de la race dans son ensemble, dans la race humaine, pour avoir des gens pour la provoquer et l'aiguillonner en fait. L'aiguillonner, voilà. L'aiguillonner. En fait, quand tu es gaucher comme la société, en fait, et en gros, je veux dire la société, je sais pas, je veux dire le reste de l'humanité, en gros, on n'a rien à foutre de toi, en fait. Tu développes des comportements d'empathie, de réflexion, de stratégie, d'adaptation que le commun des droitiers ne développe jamais. Toi, tu les développes dès le départ, en fait. Quand tu es gaucher, moi, c'est une remarque, un constat que j'ai fait, puisque toi et moi vivons le quotidien du gaucher. En fait, par rapport à la majorité de la population qui est droitière, en fait, on est en miroir par rapport à eux. Et c'est ça ce que tu es en train de dire, c'est qu'on est obligé de développer des capacités miroirs.
Et aussi de s'affirmer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, parce qu'il y a aussi beaucoup de gauchers qui sont des gauchers, il y a beaucoup de droitiers qui sont en fait des gauchers contrariés. C'était le cas de ma mère. Hein, mon père aussi. Comme c'est très très mal vu, en fait, on empêchait mon père de se servir de la main gauche. Oui, et puis il y avait des raisons aussi techniques, c'est-à-dire qu'à l'époque, on écrivait avec les plumes. Va écrire de la main gauche avec une plume. L'écriture, même occidentale, est faite pour les droitiers. C'est-à-dire que nous, nous écrire, c'est compliqué. Alors, notez que l'écriture non occidentale, c'est-à-dire tu fais penser à l'écriture arabe, est aussi faite pour les droitiers, en fait, même si elle s'écrit dans l'autre sens. Oui, c'est vrai, moi je suis en train de soulever une connerie. Bon. C'est parce que voilà, c'est indépendamment, c'est aussi lié à la calligraphie. Oui, mais quand tu écris de droite à gauche avec une main gauche, c'est quand même plus pratique. Voilà. C'est lié à la calligraphie. De toute façon, tous les gauchers bébés sont passés, ça c'est le truc commun de tout le monde, d'écrire. Nous, on écrivait, moi je l'ai fait écrire avec les deux mains en fait. C'est-à-dire tu es capable d'écrire à l'envers. À écrire à l'envers en même temps. Ça, c'est un truc de gaucher. Oui, parce que aussi, donc je reviens à mon petit raisonnement qui vaut ce qu'il vaut, mais donc on a des capacités d'adaptation. Bon, il faut savoir que tout gaucher est finalement quelque part ambidextre. C'est qu'à un moment ou à un autre, on sait quand même se servir de la main droite. On est déjà obligé, ne serait-ce que de développer des capacités d'ambidextrie pour prendre une casserole. Oui, il y a plein les ciseaux, il y a plein d'objets qui ne sont pas faits pour les gauchers. Et une guitare. Ouais, voilà. Et donc voilà, on a cette capacité de remise en cause, de défiance, et d'affirmation du caractère, ce qui fait que c'est pas impossible que ce soit pour ça qu'on retrouve beaucoup de leaders ou de chefs d'État à cette position-là, parce qu'en fait ils ont été obligés de mettre en place ces stratégies bien avant tout le monde et de développer cette forme d'intelligence qui permet de prendre le lead. Donc voilà, auditeurs, auditrices, vous êtes prévenus. Nous partons à l'assaut. Ah bah dites-moi mes braves, vous êtes du pays? Qu'est-ce que vous voulez que je foute de ça, moi? Dis tout de suite qu'on est deux pauvres cons. Le 18 juin 2025, c'est donc tout récent, l'Assemblée nationale française a voté un amendement porté par le Rassemblement national pour relancer symboliquement la centrale nucléaire de Fessenheim. Aïe, aïe, aïe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire relancer relancer symboliquement, ça veut dire que là, elle est démantelée. Il faudrait reprendre tout depuis. Ça coûterait évidemment très très cher, mais donc on la relance que symboliquement. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir de l'électricité symbolique? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il va falloir que l'Assemblée nationale vote pour avoir de l'électricité nucléaire symbolique de la centrale symbolique de Fessenheim? Elle a été fermée en 2020 et elle est en cours de démantèlement. Mais moi j'ai envie de me dire, putain, mais occupez-vous de la France, bordel, vous faites chier, mais on s'en fout, c'est comme avoir... oui, Dreyfus est devenu général à titre posthume. Ouais, ça lui fait une belle jambe, et puis surtout... Mais ça nous fait de super belles jambes. Surtout, c'est pas vraiment quoi. Occupez-vous de la France, on vous paye pour ça. Mais on est perdu dans les décisions idéologiques, il y a à la fois de l'impuissance, c'est pas de la stratégie, c'est des tactiques de communication à court terme, donc là, faut être écologique en 2012, bon, t'es écologique une réouverture symbolique. Voilà, non, mais je veux dire, une centrale atomique, c'est des échelles de temps qui ça s'improvise pas, ni à l'ouverture, ni à la fermeture, ni à la construction, ni au démantèlement. Bon, bah là, c'est pas du tout en rapport avec l'échéancier de la communication politique qui est complètement erratique. C'est la semaine, quoi. Ils sont parce que ils sont au jour le jour. Ils sont au jour le jour, donc bon. Puis surtout, ils sont au jour le jour, puis ils savent très bien qu'ils ne payent pas les conséquences de leur truc. Ils s'en foutent, ils seront plus là. Les ministres, ils tournent maintenant, c'est quasiment de semaine en semaine. Les présidents, de toute façon, là, Macron, il sait qu'il sera pas réélu. Puis de toute façon, c'est typiquement le nucléaire. Tu prends une décision, c'est pas toi qui vas en subir les conséquences. Donc, par ailleurs, Macron avait pris 2020, Fessenheim, c'est lui. Il y a une loi qui obligeait EDF à fermer la moitié de ses centrales nucléaires. Il a aussi mis fin à la filière de recherche en fait sur les réacteurs à neutrons rapides, qui est susceptible enfin qui fonctionne avec les déchets des autres. Donc c'est une filière prometteuse. T'inquiète pas que les Chinois n'ont pas eux fermé ces filières-là. Donc l'idée française, c'est on achètera les Chinois. Je sais pas. Alors moi j'avais peut-être on peut parler. Alors j'ai Mathieu Slama. Ouais. Alors Mathieu Slama, c'est aussi quelqu'un que j'adore. Il est épais comme une portière de Solex et il a plein d'idées cons. Alors, je pense que toi, comme beaucoup, tu n'es pas passé à côté de l'expression « c'est Nicolas qui paie ». Alors l'idée de l'expression, elle est assez simple, c'est qu'en France, il y a des actifs et des inactifs, et les actifs payent pour les inactifs, parmi lesquels les retraités. Et simplement, le problème, c'est que le poids démographique des actifs est en baisse, celui des inactifs est en hausse, donc comment fait-on ? On ponctionne de plus en plus les actifs pour payer les inactifs.
Et il y a un mouvement s'est développé sur Internet et Nicolas est le nom générique de ces actifs. Et alors Mathieu Slama, qui est, on peut le dire, un inactif, écrit. L'expression c'est Nicolas Quipet veut nous faire croire qu'il y a en France des assistés, des indésirables, chômeurs, immigrés, auxquels il faut couper les vivres. Donc oui, c'est une expression qui appartient à l'extrême droite et qui en fait le jeu. Voilà, donc Nicolas, si tu ouvres ta gueule quand tu payes tes impôts, tu es un fasciste. Au moins, l'expression Nicolas, elle a un mérite, elle met un nom, en tout cas, sur un déséquilibre, mais qui est un déséquilibre qui date pas d'hier, en fait. Ça fait 15 ans, moi, j'ai écrit ça fait 20 ans que j'ai écrit là-dessus. Sur la suprématie morale, intellectuelle, financière des boomers. Ils ont déglingué le marché de l'immobilier, ils ont déglingué le marché du travail. Alors, je leur porte pas, je les accuse pas, hein. C'est probablement à leur place, on aurait fait la même chose. Ils sont les conséquences d'une période, d'une démographie. Maintenant, économiquement tout eu. Ils ont tout eu, oui. Non, mais... La génération précédente a reconstruit la France, ils en ont profité. Tout à fait, ils n'ont pas connu la guerre. Ah si, alors, ils ont connu pour certains un peu des bouts de la guerre d'Algérie, mais vraiment pas tous. Et ils ont profité, enfin en tout cas ils ont bénéficié, je n'ai pas le terme profiter, mais bénéficier de la plus grosse période de prospérité mondiale, je pense, hein, même, symbolisée par les 30 Glorieuses en France. Ils n'ont pas connu la difficulté sur le marché de l'emploi, ils ont eu des salaires en hausse, ils ont eu un immobilier bas, ils ont pu s'enrichir par l'immobilier assez rapidement. Non seulement on paye des impôts, on paye des retraites, mais on leur paye un loyer. Non, mais ils ont fait une OPA sur la société, et ils ont même fait une OPA intellectuelle. Qu'est-ce que c'est d'autre, la victoire de Sarkozy, que ça? Enfin, depuis 30 ans, ils font le paysage politique. Et encore aujourd'hui, on ne s'adresse qu'à eux, finalement, parce que c'est le pouvoir d'achat et c'est eux qui votent. Tu vois que Macron, ça n'est que Giscard avec un nouveau costard. Hein. Tout à fait. Donc ce déséquilibre, là, aujourd'hui, il est vraiment prégnant, parce que la génération, parce que l'expression Nicolas qui paye, elle vient des trentenaires, 30-35 ans. Moi, il y a 20 ans, j'avais 30-35 ans il y a 20 ans. C'était un peu mis sous le tapis, parce qu'ils étaient vraiment triomphants à l'époque. Là, maintenant, ils commencent à mourir. Il commence à mourir, donc on commence à voir des... oui, et puis la situation n'est pas la même aussi. Et puis la situation n'est pas la même. On a quand même les 3000 milliards de dettes. Oui, tout à fait. On n'était même pas à 1000 il y a 20 ans. Voilà, la moitié, c'est justement ces fameuses retraites. Ouais. Il faut quand même savoir que 10% des dépenses de santé sur toute une vie, c'est la dernière année. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a aussi les dépenses de santé. C'est pour ça qu'ils veulent que tu t'euthanasies. Hein. Voilà. Et pourquoi le recours à une immigration, c'est pour avoir du personnel aussi. La petite manœuvre, ça, il faut des petites mains, parce qu'ils se plaignent. Il faut des petites mains, parce qu'il faut leur torcher le cul aux boomers au bout d'un moment. Ils n'y arrivent plus. Donc voilà. Alors évidemment, tout le monde n'a pas envie de faire ça. Voilà. Donc Nicolas Quipet, qui en ce moment fait un tabac sur les réseaux, il va y avoir bientôt des autocollants Nicolas Quipet. Oui, non, mais c'est très bien. C'est très bien que ça existe. Ça inquiète un peu les inactifs. Donc là, Mathieu Slama, mais qui pourtant est un jeune, hein, il est plus jeune que moi, mais ça inquiète un peu pas mal de monde, parce que l'argumentaire économique, il y a aussi Sylvain Catherine, qui est un économiste et qui publie sur Twitter. L'argumentaire économique, il est très cadré, quoi. On fait des maths, et c'est ça le problème, c'est que quand le taux de conversion des retraites des boomers, c'est x2, c'est-à-dire qu'ils touchent 2 fois ce qu'ils ont versé. Oui, c'est ça, moi, le nombre d'exemples que je connais, alors tous les retraités ne sont pas dans cette situation, il y a vraiment des petites retraites, mais il y a des gens que je connais, hein, qui touchent des 3-4 000 euros de retraite et qui n'ont pas fatalement bossé beaucoup, et des sommes que nous, alors moi je parle pas pour moi, j'ai un exemple à part, mais que l'immense majorité des Français ne toucheront jamais. Et puis de toute façon, tu dis, il y a ce qui touche, et puis il y a, puisqu'on le signalait, il y a l'immobilier, hein. Tu as des tas de disaient, ouais, j'ai une retraite de 800 €, mais j'ai des loyers qui tombent. Non, mais en plus que je te parlais qui ne toucheront pas la retraite, mais je te parle d'actifs qui ne touchent déjà pas ça en travaillant. Enfin, tu vois, c'est ça. En fait, on est des rapports tellement déséquilibrés qu'en fait, il y a quasiment une classe, on parlait parasitaire. On parlait de pays coloniaux. Ben, en fait, c'est ça. En fait, il y a une catégorie de colons à l'intérieur du pays, en fait, et de fait d'esclaves en dessous. Alors, tu peux avoir des esclaves, effectivement, de l'immigration, mais c'est aussi leurs propres descendants, leurs propres enfants sur place, qui ont des situations bien dégradées par rapport à la situation de leurs parents. Et souvent, qu'ils ont pu compenser jusqu'à présent,
grâce au taux d'emprunt pas cher, ils pouvaient... le recours à la dette a permis de balayer sous le tapis. Ça a été, pendant 20 ans, ça a été ça. C'est-à-dire qu'on pouvait, ma génération, elle a pu faire semblant de faire comme ses parents, en s'endettant avec des prêts, en achetant le pavillon, en s'endettant sur 40 ans avec des taux ridicules. C'est comme ça qu'ils arrivaient à peu près à jouer, mais ça impliquait que les deux travaillent, ce qui n'était pas forcément le cas déjà dans les couples avant. La femme souvent ne travaillait pas. Pour ça, je ne suis pas rentré dans ce débat-là, mais enfin c'est une réalité. C'est-à-dire que tu pouvais vivre confortablement avec avec un salaire, comme maintenant avec deux, tu t'en sors et acheter ton logement. Tu pouvais acheter ton logement avec un salaire. T'en sortir et faire une plus-value. Maintenant, c'est super chaud. Avec deux, tu t'es limite et la plus-value, elle n'est pas garantie. La plus-value est absolument pas garantie. Je te renvoie aux vidéos d'Olivier Berruyer sur le thème parce qu'il est très très pointu. Mais par ailleurs, j'allais dire un truc, rebondir, puis ça m'a coupé. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je t'ai coupé. Ce thème, j'aime beaucoup l'idée de colon de l'intérieur. Et d'ailleurs, juste et pour conclure ça, c'est aussi une autre nouvelle que je donne. Le tribunal administratif alors non, c'est le Conseil d'État, je crois, c'est ça, qui a annulé une décision du tribunal administratif et qui rétablit le droit au chèque vacances pour les retraités. Ah bah oui, mais attends. Et ça et l'abattement pour frais professionnels de 10%. Ouais, voilà. Et puis toutes les sorties culturelles gratos, les transports. Et le fait qu'ils prennent leurs vacances quand c'est moins cher. Enfin voilà. Oui, donc je crois qu'on a, comme osé, on va en revenir, mais on pourrait tenir 4 heures. Quoi. C'est vrai que quand on parle d'assister, finalement, on tape sur les mauvaises personnes en fait. Donc je vais te parler immigration, une fois n'est pas coutume, mais pas dans notre pays, aux États-Unis. C'est un article du Washington Post qui alerte sur le solde migratoire américain qui pourrait être négatif pour la première fois en 50 ans. Ah oui. Oui, il y aurait un risque pour le Washington Post. C'est un risque. Qui va me livrer mes nouilles ? Le Post, c'est un peu l'équivalent de... Je ne sais pas s'il y a vraiment d'équivalent en France. En fait, c'est des démocrates. Le Monde ? Oui, Le Monde. Et j'imagine qu'il y a du Soros qui finance là-dessus derrière, l'Open Society. Donc, ils s'inquiètent. Alors, ce n'est pas encore assuré, mais eux s'inquiètent déjà qu'il y ait plus de migrants en sortie du territoire américain qu'en entrée en 2025. Ce renversement de tendance est attribué pour le Post aux politiques agressives de la présidence Trump. Fermeture de la frontière sud, révocation du statut légal de nombreux migrants et intensification des déportations. But they don't know what the fuck they're doing. Ouais, he knows perfectly well. Donc on va se calmer. Parce que les USA sont encore attractifs. Il y a encore 12 millions d'illégaux et 45 millions de légaux, dont 15 millions de green card holders et 25 millions de naturalisés. Donc au bas mot, ça fait entre 58 et 60 millions d'immigrés aux États-Unis sur 335 millions d'habitants. Donc c'est à peu près un Américain sur 6 qui n'est pas américain. Deuxièmement, le processus migratoire aux États-Unis, il est très dur. En fait, on l'oublie. Il a toujours été. C'est pas Trump. Trump le resserre un peu les boulons par rapport à la grosse ouverture de Biden, mais ça a toujours été très très compliqué d'immigrer aux États-Unis. C'est bien plus dur qu'en France. C'est assez sans pitié pour les illégaux. Si tu te fais choper, tu dégages. Il y a pas de. C'est aussi assez sans pitié quand tu es un locataire et que tu payes plus ton loyer. Voilà, donc, il n'y a pas de tergiversation. Et il est même sans pitié pour les légaux. Et c'est comme ça depuis une 50aine d'années, je pense. Depuis la Seconde Guerre mondiale, ils sont très très à cheval. Ils savent ce qu'ils doivent à l'immigration parce que c'est un pays qui est intégralement fondé par des migrants essentiellement européens. Mais par contre, ils ont mis en place des quotas, ils ont mis en place et puis un truc draconien. Eux, par contre, sont prêts à accueillir des migrants diplômés, ce qui n'est pas le cas en France, parce que c'est ça. Il y a ça aussi. Les gens qui prônent l'ouverture des frontières, ils prônent pas l'ouverture des frontières à des gens qui ont des diplômes et qui peuvent éventuellement prendre leur boulot. Tout à fait. Il y a une sélection au moment de l'immigration. Alors ça dépend de par quel processus tu rentres. Si c'est un visa étudiant, machin. Si ou visa professionnel, je t'explique même pas. Enfin, il faut avoir des assets, en gros, tu n'immigres pas si tu es pauvre déjà. Ils te refusent tout. On commence à discuter à plusieurs centaines de milliers d'euros. Maintenant, je crois que c'est même millions. Et tu as tout un. Moi, j'ai dû décliner tout le process universitaire, machin, entretien, double entretien, test sanguin, test du sida. J'ai eu la totale que j'ai jamais eu un examen aussi poussé en France. Est-ce que tu as eu le droit au toucher rectal ? Pas loin. À la douane, j'ai failli. Mais non, donc... Mais de toute façon, l'Australie est aussi pire encore. Le Canada, c'est pareil. Le Canada, c'est pareil. Faut remettre dans le contexte, je crois que c'est le cas de la plupart des pays. Il y a qu'ici, dans ce pays soi-disant raciste en France, où on est absolument... C'est juste open bar. Le pays le plus raciste du monde est celui dans lequel on a les lois concernant les migrations les plus cool. Je veux dire,
c'est le cas dans tous les pays du monde. Tu rentres pas, tu t'installes pas comme ça. Et encore une fois, revenons sur ce qu'on disait lors de notre première émission, les gens migrent assez peu en général. Elle passe dans les pompes à essence, la paye. On n'emmène pas des saucisses quand on va à Francfort. Avec mes certificats de résistance, ma rosette et mes relations, j'aurai 3 ans avec sursis. Je me suis renseigné. Eh bien, Louis-Marie, qu'as-tu fait samedi dernier ? Alors, déjà, je voudrais signaler que nous avons un gagnant sur ce jingle, puisque... Oui, alors il s'agit de Gilles... Alors, je ne vais pas écorcher son nom, je crois que c'est Gilles Marceau. Oui, il me semble que c'est ça, Gilles Marceau, qui a trouvé André Pousse. C'est lui qui... Dans le film Le Pacha. Le Pacha, dans On n'amène pas des saucisses quand on va à Francfort. Voilà. Donc, il reste encore beaucoup de films sur la liste, hein, je vous le signale. Alors, Gilles Marceau, si tu nous écoutes, tu as gagné une bière en terrasse à Paris, sous la canicule, dans un espace végétalisé, voilà, en plastique. Mais attention, une bière bio, Gilles, on n'est pas des tocards. Une IPA. Une IPA bio. Voilà. Alors, ma chronique... Ah non, c'était la mienne, mais bon, tu peux la faire quand même. Je crois que... Non, mais bon, je vais la faire, parce que je ne cache pas que j'ai qu'une chronique cette semaine, parce que c'est un peu chargé. Écoute, moi, je te demandais justement de ce que tu allais faire. Qu'as-tu fait samedi dernier ? As-tu allé à la fête de la musique ? Oui, évidemment, j'étais à la fête de la musique. Moi, tout ce que Jack Lang a fait, je supporte. Écoute, je soutiens. Moi, j'y suis pas allé, parce que j'avais fait la fête justement au Havre la veille, donc j'avais bien célébré la musique et l'alcool, donc je me suis un peu reposé le soir de la fête de la musique, mais j'ai eu le temps de regarder un peu sur les réseaux et sur les chaînes de télévision. J'ai regardé une chose qui ne se fait jamais, c'est le journal télévisé, et j'étais assez étonné d'avoir 2 sujets que je vais vous passer l'un après l'autre. On est avant la fête de la musique, là. Hein. Les Anglais débarquent en nombre pour la fête de la musique. Parmi eux, Tosin et ses amis, tous londoniens. Ils font le déplacement spécialement pour l'occasion. Je suis venu ici pour faire la fête avec les Parisiens. On est venu leur montrer qu'on peut passer du bon temps. Aujourd'hui, je vais découvrir des nouvelles musiques, des nouveaux artistes. C'est tout le principe de la fête de la musique, non ? On s'étonne, mais bon, pourquoi pas. Ce sont des vrais supporters anglais, ceux-là. Ce ne sont pas ceux de Darmanin. Je vois ça sur BFM, je dis, tiens, la fête de la musique, saute tendance. Mais le plus fort, c'est que j'ai pas fini de voir ce sujet. Alors, je ne le passe pas là, parce que j'ai des problèmes de droit et de pub, et on ne peut pas le passer dans l'émission. Mais au JT de TF1 du 21 juin, à la minute 39 du JT, il y a eu rigoureusement le même sujet que sur BFM. La fête de la musique, c'est sous tendance. Les gens viennent en avion. Alors là, c'était pas l'Angleterre, c'était les États-Unis. Les gens viennent en avion des États-Unis pour faire la fête de la musique parce que c'est super bien, rayonnement international, on est les meilleurs, et patati et patata. Bref, Amélie Poulain 2.0, une fois de plus. Mais la fête de la musique, c'était plutôt ça en vérité. Patate de la gauche. Il remonte, il a chaud. Là, donc nous avons un individu sur les quais de Seine qui s'amuse à frapper les gens, à tabasser une fille au sol d'un coup de pied dans la tête. Je peux vous passer d'autres extraits. Ça, ce sont les vrais supporters anglais. Oui, c'est des supporters anglais, hein, bien sûr, à survêtement et sacoche en bandoulière, les fameux supporters anglais. J'ai ce passage là également. La costéenne. Voilà, j'ai ça aussi au Châtelet. Bon là, c'est juste une mise à sac du quartier, hein, toute simple, en toute simplicité, je veux dire la routine française maintenant de n'importe quelle célébration. C'est une petite mise à sac, mais pour des raisons hygiéniques, tu vois, tu fais ça juste pour t'entretenir. Voilà, bon, nous avons ça. Première chose, par rapport au reportage que j'ai vu, les 2 reportages, c'est la concordance des sujets. On a eu exactement le même sujet, diffusé au même moment. Donc quand j'ai le même sujet qui arrive au même moment, qui me dit la même chose, et qui est un sujet, on va dire, sociétal, hein, qui n'est pas vraiment une information en soi, la question, c'est même plus de se dire si c'est vrai ou pas. On va partir du principe que l'information qu'on vous donne est fausse. Mais pourquoi ce contenu arrive à mes oreilles ? En fait, pourquoi ça arrive là ? Donc ce que j'ai mis dans mon texte, c'est qu'effectivement ces médias sont destinés aux vieux, il ne faut pas chercher plus loin, on les entretient, ou plutôt on les tente de les entretenir dans un monde ouaté et sécurisé, ou plutôt dans un pays sécurisé au milieu d'un monde dangereux, et si possible un pays qui fait envie aux autres pays. Il n'est pas question de les brusquer sur du détail, éventuellement on peut leur faire peur sur des questions de fond. Et on les rassure sur la capacité qu'ont les jeunes à payer leur retraite. On les rassure surtout sur la capacité de leurs dirigeants, parce que quelle que soit la configuration gouvernementale, hein, de gauche, centre, et même si on avait un gouvernement d'extrême droite, on aurait toujours les meilleurs ministres et le meilleur gouvernement possible. C'est toujours la règle. Afin d'assurer la pérennité du système de retraite, voilà. La leur. Voilà. Bon, par contre, on va te faire paniquer sur des trucs de fond. L'été, c'est l'été le plus chaud qu'on a jamais eu. C'est machin, on va tous mourir, machin, tout. Bon, je précise au passage que le reportage de TF1 sur le mec qui traverse l'océan
en avion ou juste pour faire la musique, n'est pas très écolo-friendly et pas très en rapport avec le reste du journal télévisé qui a été passé à te culpabiliser de ne pas faire pipi sous la douche ou d'allumer trop tes lumières. Et de mettre juste un slip par semaine. Donc, on va retourner sur la fête sur le terrain. Comme disait Gérard Blanc, à Paris, c'était une autre histoire. Dans la réalité, cette fête de la musique, c'était un samedi soir. Donc, canicule plus samedi, plus banlieue à Passe-Navigo, égale la planète des singes version musical. Et c'est ce qui s'est passé à Châtelet. On a eu un peu la déclinaison à la Jacques, pas de Mich. On a eu la déclinaison... Jacques Total. Jacques Total. Donc là, je te lis un petit témoignage d'un internaute qui s'appelle Sylvain Jalbert, donc, qui te raconte « Ce soir, j'ai voulu traverser Châtelet pour la fête de la musique. Personne ne dansait réellement, on s'est fait écraser par des gens de cité qui criaient « poussez », insultés parce que blanc, insulte assumée, et même gazés à la bombe au poivre. On a laissé les animaux entre eux et on est passé par l'île Saint-Louis. Très bonne ambiance, les gens dansaient en s'excusant presque s'ils te bousculaient. Bref, tout l'inverse des gens à Châtelet, des gens civilisés. Donc vous verrez les photos du Châtelet. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que c'est Châtelet, c'est les champs. Donc en fait, on sait, il y a des quartiers. C'est quelque chose, c'est de... c'est territorial. Oui, c'est territorial. Voilà, c'est une question territoriale. Il faut une fixette sur les champs. Les Parisiens ne vont pas sur les champs. Ils savent très bien, c'est une zone morte. C'est une zone morte depuis des années. Et puis les vrais riches ne vont pas sur les champs. Tout à fait. Personne n'aime les champs à Paris. C'est vraiment un truc de banlieue. Et de touristes. Et de Français, en fait. C'est une portée symbolique des Champs-Élysées, en fait, qui n'est pas du tout. Pour nous, pour nous, en tant que Parisiens, ce lieu n'existe pas. Et Châtelet, c'est lié au RER. Oui, Châtelet, c'est juste accessible. C'est-à-dire qu'ils sont juste là, ils repartent direct dans le RER. Bon, s'ils n'ont pas tout pété, mais les images au Châtelet sont assez impressionnantes. Pour le coup, je sais pas, en termes de colorimétrie aussi, c'est pas vraiment la France d'Amélie Poulain. Mais bon, je vous laisse voir les images. Des résumés des images vues ce soir-là. Donc, voiture renversée. Alors là, je parle Paris et reste de la France. Donc, un classique, voiture renversée, garçon-fille tabassé, meuf qui pisse sur des voitures, j'ai vu. Avec conducteur devant. Bon, ça va, c'était des Tesla, donc c'est autorisé. Un mec qui kickboxe des individus sur son passage, c'est ce qu'on a écouté tout à l'heure. Bref, c'est un endroit de perdition où je ne laisserai pas traîner mon fils, comme le psalmodier et le célèbre groupe créolo-séquano-dionysien Nique ta mère. Et donc le bilan, 371 interpellations, 1474 blessés, donc 14 en urgence absolue, 145 victimes de piqûres sauvages, la nouvelle tendance aussi, c'est le truc qui s'est bien J'ai entendu parler, c'est bien à la mode. Ouais. 13 policiers blessés, 51 voitures incendiées et 39 incendies dans l'espace public. Tu parles d'une fête, puisqu'il paraît qu'il s'agit de musique, comme diraient les Marseillais d'Ayam, comme ça il y en aura pour tout le monde, en décodé Paris, tu viens de subir un attentat. Bon, c'était prévisible, c'était prévu. C'était 3 semaines après la finale. Voilà, moi de toute façon je considère que c'était la partie était déjà perdue quand aux alentours des années 2000, journalistes et autorités de police ont commencé à se féliciter dans un soupir de contentement qu'il y ait moins de 1000 voitures brûlées un soir de 31 décembre. Bof, c'était une soirée finalement calme. Et puis c'est bon pour le PIB, les voitures brûlées. Oui, on le rappelle, c'est la fameuse création destructrice ou destruction créatrice, pas vrai. Donc oui, il y a quand même eu des plaintes, quelques indignations, et notamment Abou Émeric Caron, député clown élevé de la 18e circo de Paris, qui s'est indigné devant ces violences, et je vais vous lire son tweet. Je déplore les mouvements de violence qui ont eu lieu hier soir dans ma circonscription sous couvert de fête de la musique transformée en fête des bars qui poussent à fond des CD de musique de boîte. L'organisation de cet événement qui doit être complètement repensée, la présence des forces de l'ordre augmentée. Que l'extrême droite ne s'empare pas de ce message pour lui faire dire ce que je ne dis pas. Les agités que j'ai vus étaient tous blancs. Mon Dieu, il a vu un blanc. N'est-ce pas là du racisme? Donc voilà, bon, écoute, je ne sais pas quoi dire parce que j'ai l'impression qu'on se répète en fait sur cette thématique. Si ce n'est que je pense qu'une fois de plus, on a encore rayonné à l'international, puisque donc le lendemain, j'ai vu beaucoup de tweets américains déplorant l'état dans lequel, alors non pas s'est déroulée la fête, parce que ça ils sont habitués aux images de violence, je crois que c'est un vieux classique, mais l'état dans lequel a été récupéré Paris le lendemain. C'est vrai que j'ai vu des images, c'est un truc de, tu sais, c'était la même nuit que les bombardements en Iran, et franchement, tu sais plus qui était quoi. Genre, c'était plus la place du Châtelet ou l'Iran bombardé, quoi. Donc bref, voilà, c'est donc une renommée internationale. Bravo Jack Lang, BFM et TF1 vont être contents. Cela fait partie du jeu radiophonique. Ça arrache. Vendre la merde, oui, mais sans dire un gros mot. Alors arrachez-moi.
C'est parce que c'est un nouveau jingle que tu voulais à tout prix le lancer, mais voilà. Ah, il me plaisait bien celui-là. Voilà, il me plaît aussi. Donc, ma chronique va porter sur la dernière Mélenchonade, l'avant-dernière, parce qu'il va tellement vite cet homme on n'arrive plus à suivre. J'arrive plus à suivre. Mais avant, un disclaimer, c'est pas parce que Jean-Luc Mélenchon, j'ai une dent contre lui, j'ai une dent contre tous. Et si Marine Le Pen a au moins un mérite, c'est qu'elle ferme sa gueule. Donc, j'ai pas grand-chose à dire sur cette dame que je tiens pour une sinistre crétine. Bardella est relativement, il est sans saveur, incolore, inodore, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Il s'avère que Mélenchon, lui, a un talent fou, c'est de dire n'importe quoi. Alors, Jean-Luc Mélenchon nous a fait une mélenchonade récemment. Qu'est-ce qu'une mélenchonade, me demanderas-tu, mon cher Seb ? C'est quoi une mélenchonade ? C'est une déclaration absurde et idiote, souvent basée sur une ignorance, voire plusieurs, et un mélange rapide de plusieurs concepts dans un amalgame douteux dont le but est de séduire les boomers et les musulmans qui constituent dorénavant son unique clientèle. Donc, dans une tentative virtuose d'explication géopolitique du Proche-Orient, vous savez, la guerre entre Israël et tous ses voisins, le leader insoumis a déclaré ceci. La longue histoire, c'est pas pour nous, les Français, avec le bon roi Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers. Les autres la mettaient à l'endroit et ils inventaient les maths. Il y avait une différence de niveau. Alors les autres, vous avez deviné qui ils étaient. C'est beau, c'est con, mais c'est beau. Saladin nous aurait appris les maths, dit-il. Alors Saladin c'était un Kurde. Bon. Pour Mélenchon, il y avait donc un Occident plongé dans un Moyen-Âge peuplé d'abrutis finis à l'urine et un Orient glorieux, inventif, lumineux et vertueux. Et Mélenchon de se plaindre des commentaires de fachos. Dixit que sa sortie ne manquera pas d'entraîner. Donc voilà, je suis officiellement un facho aux yeux de Mélenchon. Fasciste. Comme nous ici, à jamais trop pas assez, nous avons pris le parti d'assumer notre assignation à la fachosphère, nous allons commenter la bêtise de Jean-Luc, cette mélenchonade. Parce que oui, c'est très 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 con. Si con qu'on dirait du Audiard, le père. Et Michel, et non pas Jacques, le donneur de leçons gauchiste qui tourne avec un trans d'extrême droite avant de se prendre un uppercut dans le menton. Donc Michel, Audiard aurait pu la placer, c'est con comme du Mélenchon, dans un de ses films. Alors, allons-y et débunkons le con. Premier point, le plus facile, le roi Dagobert, qui est né vers 600 et mort le 19 janvier 639, est un roi des Francs et pas un roi de France. Et la chanson Le bon roi Dagobert a mis sa culotte à l'envers, elle date de 1787, c'est-à-dire 1100 ans plus tard. Et le roi visé par les paroles de cette chanson est Louis XVI. C'est un moyen de contourner la censure, c'était le VPN de l'époque. Deuxième point, l'invention des maths par les Arabes. Là, ça va être un peu plus long. Je vais essayer d'être gentil et doux avec Jean-Luc, mais je suis au regret de lui annoncer qu'il n'en est rien. À commencer par les fameux chiffres arabes qui sont indiens. Et oui, je me réfère ici au livre le plus exhaustif sur le sujet, Histoire universelle des chiffres par Georges Ifra. On y lit que le monde arabe a rencontré les chiffres auxquels ils donneront leur nom en Inde. L'introduction de ces écritures ne s'est pas faite sans contestation, je le signale au passage, et à commencer par le zéro qui est l'invention fondamentale du système décimal et qui a donc est indien. Alors pourquoi les appelle-t-on arabes ? Parce que ce sont eux qui les ont apportés en Occident. La première rencontre a eu lieu en Espagne, alors occupée par eux au Xe siècle. C'est le moine Gerbert d'Aurillac, futur pape sous le nom de Sylvestre II et premier pape français, qui comprend l'utilité de cette manière de calculer. La deuxième rencontre, qui sera la bonne, a lieu 2 siècles plus tard avec le mathématicien italien Fibonacci. Précisons aussi, et je pense que cette confusion chez Mélenchon est plus grave, que le foyer des mathématiques dites arabes se trouvait à Bagdad, c'est-à-dire chez les Perses. Ces musulmans que l'on appelle chiites, bref, entre l'Irak et l'Iran, pas vraiment le monde arabe dont rêve Mélenchon et à qui il s'adresse par ailleurs. Mais voilà, chez les insoumis, on n'a toujours pas compris que islam, ça veut dire soumission. C'est un con, n'est-ce pas ? Et c'est même à ça qu'on le reconnaît. Quand les cons seront en orbite, il n'a pas fini de tourner.
Ouais, une des phrases de Audiard dites par Gabin. Voilà, c'était ma chronique, mais je semble donner une thématique dans cette émission, mais c'est le hasard. Non, bah écoute, Mélenchon, je pense qu'il serait vraiment temps qu'il prenne sa retraite. Mais, enfin bon, disons que je le dis, mais bon, c'est parce qu'il a fait vraiment beaucoup. Je pense qu'il a fait énormément de mal à la gauche en fait. Il en a fait beaucoup. Alors c'est paradoxal parce qu'il a fait beaucoup de bien à une époque. Il a remis un peu l'église au milieu du village, mais là, il a dégagé l'église au milieu du village là. Donc il a dégagé le village. Il a dégagé le village même. Il n'y a plus de village, il n'y a plus d'église, il n'y a plus rien. Donc bon, Mélenchon, c'est devenu une sorte de chef de secte. Bon, je ne vais pas m'attendre sur son cas. Voilà, c'était une grande déception. Puis humainement, bon, moi j'avais bien cerné à l'époque qu'il y avait des petits problèmes humains chez lui. Je pensais pas que ça prendrait cette dimension-là, qu'en fait, 10 ans après, il serait devenu l'exact individu qu'il l'aurait dénoncé 10 ans plus tôt. Ça, c'est assez fascinant. Il est devenu son ennemi, l'incarnation de tout ce qu'il détestait. Son propre ennemi. Ouais. Bon voilà, écoute, enchaînons. Alors, est-ce qu'on se relance une petite revue de presse ou j'ai encore des petites choses? Oui. Moi, il se passe tellement de choses. Bon, alors écoute, allez, je te relance un petit jingle revue de presse. Là, j'en mets un autre. C'est surtout pour ça que je veux la revue de presse, c'est pour le jingle. Mon cher Ludwig, vous connaissez mal les Français. S'il y a de l'arnaque dans l'air, oubliez un peu tonton Béraud. Alors, dernière séquence revue de presse, qu'as-tu pour nous, Louis? Alors, savais-tu qu'il existe un fonds d'aide aux jeux vidéo? La semaine dernière, on parlait du tatouage. Donc là, il y a un fonds d'aide aux jeux vidéo. J'imagine que tôt ou tard, il y aura un chèque tatouage. Et que ce fonds d'aide... Quand ça doit rentrer, je pense, à mon avis, tu peux. Ouais, on peut prendre les paris sur le chèque tatouage. Le fonds d'aide aux jeux vidéo est présidé par un certain Thomas Joly, directeur artistique des JO de Paris. Voilà, c'est encore un exemple de cette France qui gagne partout, de ces gens de récompense du mérite. Voilà, c'était une nouvelle. Dominique de Villepin lance son parti qui s'appelle La France Humaniste, et je tiens juste à faire remarquer la chose suivante. La France Humaniste, ça fait LFH, et le H étant juste avant le I, ça veut dire que LFH sera avant LFI. Oui, non, mais de toute façon, le but de DDV et de Dominique de Villepin, il faut vraiment je pense qu'il n'a pas de chance, mais il faut vraiment être vigilant. Parce que ce mec, c'est un des rares qui peut faire le grand écart droite-gauche, capter l'électorat de Mélenchon et de Macron, justement. Il peut capter ces deux électorats. J'en vois pas vraiment d'autres actuellement. Bon, à part ça, c'est humainement une personne du niveau de Mélenchon, je pense, donc assez détestable. Mais bon, il faut faire gaffe. Justement, à propos de Villepin, je vais entamer une petite séquence l'antisémitisme tranquille en France, et on va commencer avec lui. Il était chez Yann Barthès dans l'émission Quotidien, et il nous a fait une petite pirouette. Il dit pas les choses, mais il les dit quand même. Le message est passé, pas besoin de clin d'œil. C'est parti. C'est qu'on voit en filigrane dans votre reportage à quel point la domination financière sur les médias et sur le monde de l'art, de la musique, pèse lourd. Parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, tout simplement parce que les contrats s'arrêtent. Et oui, la fameuse mainmise des Juifs sur les mondes des médias et de la finance, il y avait longtemps. Je vais vous passer un autre discours, là. Bon, ça c'est un petit Algérien un petit peu vénère, qui se palace, il fait une petite vidéo dans la rue, comme ça... en plein air, au milieu des gens, pour dire ce qu'ils pensent des Juifs. Alors je précise, c'est un extrait, ce n'est pas la ligne éditoriale de l'émission, parce que là, clairement, je peux avoir des problèmes. Je vous passe des petits bouts. Bon, c'est un peu décousu, mais on comprend bien l'idée. Et le mec a un t-shirt Palestine. Voilà, Ça va faire très très mal. Je vais vous dire un truc, des gens vont commencer à vous faire cavaler dans Paris. Ça, vous allez courir. Au nom d'Allah que vous allez courir. Et vous le savez, demandez aux Français, ok? Ils se rappellent de nous, bien que la France est suceur du CRIF. On le sait, on voit à la télé, comme les médias de merde. Quand ils vous montrent, oui, vous avez déglingué un dépôt de carburant, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Mais nous, quand on voit les images qu'il y a sur les réseaux, on vous voit cavaler, vous courez comme des rats. Regardez-le, voilà, il est trop beau. Moi, je me cache pas. Celui qui me croise dans Paris, qui veut jouer les bonhommes avec moi, j'ai 61 ans. Vous connaissez pas ma vie, mais croyez-moi que je connais très très fort. Voilà.
écoute, j'ai envie de dire, de Villepin, Palestine, voilà, c'est... En fait, il dit avec d'autres mots ce qu'a dit notre ami... C'est de Villepin dans ta gueule, en fait. C'est de Villepin dans ta gueule, ouais, exactement. Voilà, bon, et puis bon, comme on a un peu entamé cette séquence avec LFI, on va la terminer avec LFI. Là, je te propose d'écouter les propos. Alors là, nous sommes dans le cadre feutré de l'Assemblée nationale, à l'hémicycle. C'était à la Bergamote. Ouais, avec retour en ambiance thé Bergamote. Le député Frédéric Maillot, donc LFI, je te laisse écouter ses propos. Vous avez parlé de violence. Je crois que la vraie violence, nous le subissons tous les jours dans les pays dits d'outre-mer. Et on sait qui tient l'économie, qui tient le pouvoir, quand on ne peut pas le citer dans cet hémicycle. Voilà. Ne dis pas qu'il osait parler de ces financiers de l'ombre. Ben oui, toujours pareil. Alors je rappelle, le député Frédéric Maillot, c'était celui qui demandait qu'on n'utilise plus l'expression « travail au noir ». Ah, c'est lui. Voilà. Okay. Alors on va lui rappeler, on lui a rappelé à l'occasion, le travail au noir n'a aucun rapport avec la couleur de peau. Enfin, l'expression travail au noir n'a pas de rapport avec la couleur de peau. Là, comme dans la dernière Mélenchonade, on a compris qu'il y avait une créolisation du français, qu'il fallait plus dire français, il fallait parler créole de français, et pas dire langue française. Ça n'a plus d'importance. Travail au noir, c'est ce que lui a décidé que c'était. Tout à fait, oui, on est dans une réalité, une hyper-réalité. C'est surtout que le langage qui est un commun n'en est plus un pour ces gens. C'est ce que tu as décidé que c'était. Donc il nous faudrait chacun notre petit dictionnaire. Bon, je te propose de gentiment nous transitionner vers la culture. La culture, voilà, pour partir sur ce nous qui était sommes quand même des gens cultivés. Voilà. They don't know what the fuck they're doing. They don't know what the fuck they're doing. Ah, c'est pas ça. J'ai peur que nos discussions provinciales vous embêtent un peu. Tu veux dire qu'il s'est copieusement emmerdé? Ah non, pas du tout. Au contraire, ce récital de lieux communs et culés m'a tout à fait intéressé. À toi, Louis-Marie, c'est ta chronique. Alors, très cher Sébastien, aujourd'hui j'ai une proposition de chronique récurrente, les losers du rock. Ils ont failli connaître le succès et ils ont raté la marche. Ils ont tutoyé le ciel, la gloire et ils ont chuté. Dans cette rubrique, je veux rendre hommage aux losers du rock, aux face B de l'industrie du disque, à ceux et celles qui ont loupé le train et que l'histoire a laissé sur le bas-côté de la route 666. Aujourd'hui, je vais te parler de Anvil, que tu ne connais pas. Anvil, E-N-D. A-N-V-I-L. Moi, j'ai un accent de merde. Hein. A-N-V-I-L. Anvil. Ah, d'accord. Okay. Donc, qui veut dire enclume en anglais. Un groupe léger. Anvil, qui sera une influence de Metallica, Slayer et Anthrax, les rois du thrash metal. Donc, Anvil, ça veut dire enclume, et cela témoigne d'une délicatesse de punk à chien un soir de fête à la musique. Anvil donc est l'un des pionniers du speed metal, sous-genre d'un style prodigue en embranchements divers. Le speed metal, comme son nom le dit bien, consiste à jouer vite et fort. En français, on pourrait traduire ça par le rock fort. Le groupe se forme en 1973 à Toronto, au Canada, alors, par les deux membres fondateurs, alors qu'ils sont au lycée. Le guitariste Steve Lips Kudlow et son meilleur ami, le batteur Rob Reiner, jurent de devenir musiciens. Ils forment le groupe de heavy metal Anvil qui émerge véritablement en 1981 quand il sort son premier disque Hard and Heavy chez le label Attic Records. C'est le début de l'amorce d'une reconnaissance à tel point que Lemmy Kilmister, le chanteur et bassiste légendaire fondateur de Motorhead, propose le poste de guitariste de son groupe à celui d'Anvil, Steve Kudlow, qui refuse. 2 ans plus tard, le groupe signe avec le manager d'Aerosmith, David Krebs, qui les convainc de quitter leur petit label canadien avec l'assurance que lui saura leur trouver un deal avec une major. Et c'est un échec. La dégringolade continue et de petit label en petit label, le groupe se retrouve sans management, sans maison de disques et presque sans public. Il enchaîne les tournées mal organisées, les concerts minables et les disques autoproduits jusqu'à sombrer dans l'oubli. Lorsqu'en 2008, un fan de la première heure, Sacha Gervasi, se demande ce qu'est devenu le groupe. Il part en quête et découvre qu'ils sont toujours vivants, toujours actifs, mais que contraints de gagner leur croûte en exerçant 1000 petits boulots comme livreur de repas à domicile pour personnes âgées, ils ne jouent plus que dans le pub local. Mon cher Seb, si tu as vu le documentaire Spinal Tap,
film qui relate les déboires d'un groupe anglais fictif en tournée aux États-Unis, tu comprendras que le film de Gervasi, Envil, The Story of Envil, est la version en vrai du premier. D'accord. Il est tellement touchant de voir ces quinquagénaires qui n'ont jamais abandonné leur idée de devenir des musiciens et de vivre de leur musique. Le film a rencontré un tel succès qu'aujourd'hui, le groupe se produit dans les grands festivals, dont le Hellfest en 2010, Wacken en 2013, et il est presque revenu au sommet, mais l'âge aidant, il joue un peu moins vite. Alors, je te recommande comme album pour découvrir toute la grâce, la délicatesse de ce groupe L'Enclume. Je te recommande Metal on Metal de 1983 par Envil. Voilà, c'est donc la fin de ma première rubrique chez des losers du rock. Et puis, je reviendrai la semaine prochaine avec une autre magnifique histoire de la loose. Voilà, c'est ça, c'est Envil. Merci Louis-Marie, c'était superbe. J'aime bien les losers, donc ça me plaît. Alors, à propos de losers, moi, il se trouve que j'avais pas préparé de chronique et j'ai vu hier soir... Alors déjà, très cher auditeur, je tiens à décrire Seb qui actuellement a dans les mains un DVD. C'est déjà une histoire de la loose. DVD. Écoute, on fait ce qu'on peut. Tu l'as acheté dans une solderie en plus. Pas de VHS déjà, c'est déjà bien. Je suis très cinéphile, j'aime beaucoup les films, être surpris par des films. Voilà, j'aime bien être surpris. Et là, j'ai trouvé un film complètement par hasard, un film de 1974 d'un réalisateur que je ne connaissais pas, un réalisateur français, qui s'appelle Philippe Condroyer. Et le film s'appelle La Coupe à 10 francs. C'est un film, on va dire, social, un peu à la Ken Loach. Alors, ça pourrait être un sujet de Ken Loach, en fait. C'est, en gros, je te le pitch, parce que c'est très très simple. Donc, on est en 74, dans un département qui, quelque part, c'est peut-être la Somme. Enfin, on est dans la France, on va dire, la diagonale du vide, en gros, et tout est dans un village, et le village est régi. En fait, il y a une PME de menuiserie qui emploie 50-60 personnes. En fait, c'est un peu le poumon économique du bled. Et donc, on suit l'histoire de quatre copains qui bossent à la menuiserie, qui ont 17-18 ans, qui n'ont pas vraiment de futur ou quoi que ce soit. Donc, on est après mai 68, on est début des années 70. Et ils ont les cheveux longs. C'est l'époque des cheveux longs. Et le pitch du film, c'est littéralement le patron qui exige qu'il se coupe les cheveux. Il n'aime pas les cheveux longs. Il veut que, voilà, c'est l'histoire du film. Tu dis, bon, c'est un peu léger comme un argument, mais en fait, le film réussit à tenir 1h30 là-dessus. Si le film a 50 ans, que un peu le paysage un peu, on va dire, social a un peu évolué, parce que là, on était tout début du chômage de masse en France. Hein. Enfin, on commençait à arriver dans la fin des 30 Glorieuses. La fin des 30 Glorieuses, donc on n'est pas c'est pas encore identifié, mais on sait que bon, l'avenir n'est pas rose. Et donc en fait, on suit un peu les réactions de ces 5, s'ils sont 5 au départ. Alors il y a celui qui va se couper les cheveux, il y en a un qui accepte assez vite. On est plus axé sur un des 5, qui est joué par Didier Sauvegrain, qui peint chez lui le soir, qui a plus un tempérament d'artiste, mais qui est pas spécialement il n'est pas contre le patron, il n'est pas même pas spécialement, il tient pas spécialement à ses cheveux et tout, mais il dit, je vois pas pourquoi je couperais mes cheveux en fait. Et en fait, on suit le film, le combat des 4 mecs. Enfin, un combat qui n'en est même pas un, ils ont même pas de syndicat, ils ont rien pour lutter contre des abus patronaux. Et c'est en ça que le film est intéressant, parce qu'en fait, même si le sujet, il y a plus de sujet aujourd'hui par rapport à ces cheveux longs, plus personne enfin, ça pourrait, mais en fait, c'est ces arguments-là maintenant, ces histoires de cheveux ne sont plus, tu peux venir avec les cheveux bleus maintenant. Surtout qu'il n'y a plus de patron. Voilà. Maintenant, les processus, on va dire, de petits, parce qu'il y a aussi des rapports de petits chefs et tout, mais les processus maintenant de domination, parce que ces rapports de domination existent toujours. Ça n'a pas changé. Ça passe plus à travers les cheveux, ça passe à travers d'autres choses, d'autres jeux de pouvoir. C'est même après mai 68 qu'ils ont pris une nouvelle forme, ces rapports de domination. Hein. Ouais, non, donc maintenant c'est beaucoup plus subtil, mais ce qui est très fort, c'est que le film il reste complètement pertinent par rapport à la subordination, à la soumission en fait des individus, parce que ils vont tous plus ou moins craquer les uns après les autres en fait. Je vous raconte pas. Alors, le film est plus que ça, parce qu'en fait il y a une dernière partie qui est assez surprenante, qui est assez radicale en fait, qu'on n'attend pas du tout, parce que c'est un film qui est assez, c'est bien réalisé, hein, il y a des belles images, mais on va dire c'est pas un grand spectacle, ce sera pas un film comme je parlais de Ken Loach, c'est même pas du Ken Loach, parce que Ken Loach est plus sensationnaliste. Ça pourrait faire penser à Full Monty, mais c'est un peu ce genre d'ambiance un peu ouvrière, mais sans le côté, c'est pas un film comique, c'est pas un film drôle, c'est pas l'art moyen non plus. Donc je trouve que c'est un film un peu à part dans le paysage cinématographique français. Et pourquoi j'en parle ? Parce que dans la rubrique Loser, c'est que ce film-là
n'a pas vraiment de succès à sa sortie, et il a disparu pendant 50 ans, mais littéralement disparu en fait. C'est-à-dire que le réalisateur a perdu les droits de son film, ça a été vendu aux enchères, et la bobine a disparu pendant 50 ans. Et le film n'a pas été distribué, n'est pas sorti, n'est pas... Et... Rien que cette information, ça me donne encore plus envie de le voir. Et donc ça a été retrouvé, là je crois en 2000, il y a quelques années, là, 2019, ou je sais pas quoi, ça a été, ils ont retrouvé, bon ça a expliqué dans les bonus, je sais plus comment ils ont retrouvé le truc. Le réalisateur habitait dans le quartier d'ailleurs, il est mort il y a pas longtemps, il y a 93 ans. Voilà, donc c'est un film à voir, ça s'appelle La Coupe à 10 francs de Philippe Condroyer, film français de 74, qui est une critique, qui est un film social, comme on en fait... Comme on ne sait plus en faire en France. On en fait très peu en France, et quand on les fait pas comme ça. Et malgré le côté un peu témoignage un peu d'une société qui n'existe plus, le film reste quand même pertinent sur les rapports humains qui y sont montrés. Non, c'était une chouette. Merci de m'avoir présenté ce film. Ça me donne très envie d'aller jeter un œil. Bon, je crois que là, mon très cher Seb, on arrive au bout. Je voulais revenir avant qu'on ne se quitte sur faire un peu de suivi donc sur l'affaire de l'appartement de Pantin. De Saint-Ouen, je crois, du sujet d'Arte, référence au premier épisode. J'ai contacté la réalisatrice sur son compte Instagram. Je lui ai posé la question. Qu'avez-vous fait de votre appartement ? Qu'est-il devenu ? Comment vous en êtes débarrassé ? Je n'ai pas eu de réponse. J'ai constaté qu'il y avait d'autres personnes qui ont posé ces questions sur son compte Instagram. Il n'y a pas eu de réponse non plus pour eux, alors qu'elle a répondu à d'autres. Donc j'invite à continuer à l'interroger. Hein. Je mettrai son contact dans les commentaires Facebook. Donc je tenais à se féliciter Gilles Marceau qui a trouvé un des extraits de film. Le Pacha. André Pousse. Voilà, et on va continuer. Hein. Vous avez entendu des extraits, plusieurs extraits de films dans l'émission. N'hésitez pas à nous dire si vous en avez reconnu. Et même si vous n'avez qu'un seul film, vous avez gagné. Vous avez gagné le droit de boire une bière en terrasse. Bière bio. Bio IPA, offerte par vos deux présentateurs préférés. Et ce sera un grand plaisir de vous rencontrer à l'occasion, si vous êtes de passage sur Paris, ou éventuellement peut-être en province, puisqu'on va peut-être bouger pendant les vacances, mais bon, nous verrons ça. Ça nous arrive d'être en province. Donc voilà, je lance le générique et puis on en rediscute juste là. Allez ficeler les paquets et emballer la jancaille. Eh bien, mon cher Seb, on est arrivé au bout, on a réussi. Tu as bien raté toutes tes tentatives de lancement. D'intro, de sortie, la totale. Moi, je suis vraiment pas fait pour la spontanéité, je crois que c'est pas mon truc. C'est tout à fait ton trait principal de caractère. Alors, on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ça, je pense qu'on est encore bon. Il se peut qu'on prenne une pause pour échapper à la canicule parisienne, bien que Paris, au mois d'août, c'est le meilleur moment. On vous tiendra au courant. Ouais, on vous tient encore. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'être là cet été, à la différence d'autres. On va essayer d'être régulièrement présent tout l'été. Alors, soit sous la forme de chroniques d'actualité, soit sous la forme de numéros spéciaux. Mais on va vous tenir informés. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine. Je vous invite, en attendant, à commenter, à liker, à partager, à vous abonner donc à notre compte Facebook, notre compte Instagram, donc Jamais Trop Podcast, notre page YouTube Jamais Trop Pas Assez, et sur toutes vos plateformes de streaming favorites. N'hésitez pas à commenter, à nous écrire, à répondre au concours. Nous avons commencé à avoir des encouragements et ça fait très très plaisir. On vous remercie. N'hésitez pas à faire des suggestions. On sera... Faites tourner. Vous pouvez nous retrouver également, vous pouvez nous retrouver Louis-Marie et moi, Seb Musset, sur nos Substack respectifs, le Substack de Seb Musset, et également sur le site leseffrontés.fr. Voilà, je te dis à la semaine prochaine, Louis-Marie. À la semaine prochaine, Seb Musset, puis à la semaine prochaine, tous et toutes, et surtout, portez-vous bien. Ouais, portez-vous bien. À tout à l'heure. You understand that? They don't know what the fuck they're doing. They don't know what the fuck they're doing. They don't know what the fuck they're doing. They don't know what the